Et je finis 3 avec les 2 A devant, donc je gagne. Ah, mais vous étiez que 3, c'est ça? Nickel. Allô. Bonsoir à tous. Salut Stéphane. Salut. Super. Bah, nickel. On est prêt pour débuter du coup. Il m'a juste permis de prendre 10 mètres de retard, 10 secondes de retard et de me mettre essoufflé. Tout va bien. On attend Julien, les gars. C'est bon. Et bon, on y est. Ouais, alors merci beaucoup Stéphane, merci de nous faire partager toutes tes aventures là et toute ton expérience au bikepacking. Bah, écoute, l'idée, pas de problème. Hein. Je sais pas si t'as écouté les derniers Blabla Ride, mais l'idée c'est que la discussion elle soit vraiment fluide. On va te poser plein de questions. C'est simple. Tu réponds et bon courage. Okay, on en a pour 1 heure. Et quand je vois la liste des questions qui nous attendent, ça peut durer 2 heures, je pense, ou 3 ou 4. On verra. Bah ça va, vous avez prévu un long ride alors. On a prévu un long ride. Ah ouais, pour commencer, hein, je pense que la discussion elle va être longue, comme je disais. Je pense qu'on va essayer d'orienter les discussions sur plutôt comment débuter le bikepacking. Et puis après, on verra en fonction des besoins et des questions qui vont arriver. Je pense qu'on pourra refaire peut-être d'autres thèmes, d'autres discussions avec des sujets peut-être un peu plus poussés sur comment gérer la nuit, le matériel, enfin voilà, cibler vraiment des questions sur lesquelles on pourra échanger sur des prochains pas de problème. Par rapport aux questions qui vont être posées, je vais d'abord essayer de répondre d'une manière un peu destinée un peu aux débutants. Après, moi, je partagerai mon expérience, mais mon expérience, elle vaut que pour moi. On va dire entre guillemets, il y a des principes un peu qui marchent pour tout le monde. Mais après, c'est lorsque vous avez un peu plus d'expérience, c'est chacun a ses petits trucs, ses petites méthodes, etc. En fonction de son expérience, de ce qui lui correspond, etc. Quoi. Ouais, bah nickel. C'est top. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était déjà de te présenter un petit peu. Et dans la présentation, je sais pas si tu as vu, il y a eu pas mal de... Il y avait quelques-uns qui t'ont remercié pour la création de la team. Qui ont souligné tout ce que ça nous avait apporté, que c'était cool. Et donc du coup, l'idée, c'est comment on en arrive à passer du bikepacking à Zwift. Du coup, si tu veux te présenter en 2 mots. Ouais, bah donc effectivement, c'est moi qui ai créé l'équipe Foudre il y a maintenant quelques années. Et je l'ai créé dans le but de permettre aux personnes de fédérer un peu un groupe de personnes qui potentiellement pourraient bien s'entendre et qui auraient donc pour objectif de partager, de progresser et d'évoluer donc dans l'e-cycling de manière à également progresser également dans la vraie vie. Et comment j'en suis arrivé donc sur Zwift et également la longue distance, l'ultra endurance. Donc il y a quelques années, j'ai eu un enfant et puis il me fallait donc trouver un moyen de pouvoir surveiller, comme ma femme a des horaires décalés par rapport aux miens. Pour pouvoir surveiller mon enfant, il a fallu que je trouve une solution de manière à pouvoir... Attendez. Oui, me revoilà. Je disais, oui, donc il me fallait trouver un moyen pour pouvoir m'entraîner tout en surveillant mon enfant. Et donc c'est là qu'à cette époque-là, Zwift commençait à faire parler de lui. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc je me suis acheté un home trainer. Et puis je me suis lancé et j'ai commencé à faire des entraînements dedans. À cette période-là, je commençais à peine l'ultra endurance et je faisais plus des longues sorties. Moi, j'ai commencé par ce qu'on appelle les BRM, qui sont les brevets de randonneurs mondiaux, qui
qui sont des épreuves un peu qualificatives pour l'épreuve maintenant mythique qu'est le Paris-Brest-Paris. Donc, pour pouvoir y participer, il faut valider certaines étapes. Et donc, je me suis lancé comme ça dans de l'entraînement longue distance via l'e-cycling. Attends, moi je croyais que tu avais commencé par le fixie et que ça t'avait amené un peu par le fixie à faire du bikepacking et de l'endurance. Mais exactement, effectivement. Donc, quand j'ai commencé donc la longue distance, le vélo que j'utilisais à cette époque-là, c'était un pignon fixe. C'était le vélo que j'utilisais tous les jours pour mon métier de coursier et donc pour moi, ça semblait un peu une évidence que de continuer sur cette lancée-là. À cette époque-là, donc on parlait des pignons fixes comme des vélos qui étaient dérivés de la piste et donc faits pour des distances qui étaient vraiment très courtes. Et à cette époque-là, moi, quand j'ai commencé le pignon fixe, donc on faisait des sorties de plus en plus longues. Donc on commençait par des sorties de 20, 30 km, puis après on a commencé à allonger les distances parce qu'on commençait à rouler de plus en plus vite. Et, je me suis retrouvé à faire en pignon fixe des sorties de 80, 100 bornes, et puis au bout d'un moment, beaucoup de monde disait oui, le pignon fixe c'est pas fait pour faire de la longue distance. Moi je me suis dit je fais déjà 80, 100 bornes certains soirs, pourquoi pas en profiter pour allonger les distances, et c'est comme ça que je me suis lancé sur les BRM. Mais après, au bout d'un moment, pour pouvoir, comme le pignon fixe, ça demande une certaine condition physique, un certain niveau, il me fallait un peu plus d'entraînement pour pouvoir aller plus loin, plus vite et rentrer dans les délais des épreuves que sont parce que ça reste quand même un défi chronométré que sont les brevets de randonneurs mondiaux, quoi. Est-ce que c'est le fixie avec lequel tu avais fait l'année dernière le 24 heures Zwift? Non, le fixie que j'utilisais à cette époque-là, c'est un fixie qui m'a été volé il y a maintenant quelques années. Donc c'était un Specialized Longster de cette époque. Et aujourd'hui, j'utilise donc sur le Home Trainer, c'est toujours un Specialized Longster, mais c'est pas le même que celui que j'avais à cette époque-là. Parce que je sais pas si tout le monde le sait, mais Stéphane l'année dernière il avait fait un 24 heures au début du Covid, si je dis pas de bêtises, pour une collecte de fonds. C'est ça, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais fait donc 24 heures donc sur mon home trainer. En fait, sur mon home trainer, c'est toujours mon vélo à pignon fixe qui est monté dessus. Enfin, ça a quasiment toujours été le cas. Et donc effectivement, donc il y a 2 ans, quand le Covid est arrivé, avant la sortie des vaccins, donc avec un collectif de 4-5 autres personnes, on a fait une épreuve, on s'est lancé un challenge de 24 heures pour pouvoir faire une collecte de fonds pour l'Institut Pasteur. C'était pour moi le plus long blabla ride que j'avais jamais fait. Donc ok, merci pour la petite présentation. Il y a un truc que tu nous as pas fait par contre, c'est nous parler de tes résultats. Effectivement, donc plus récemment, ce que j'ai fait, donc depuis l'époque où j'ai commencé, j'ai participé à plusieurs épreuves. Notamment, j'ai participé et terminé 5 fois la course qui s'appelle la Transcontinental Race, qui est une course qui traverse l'Europe, qu'on doit réaliser dans moins de 2 semaines en général. J'ai toujours fini dans des résultats plutôt pas mal, dont 2 fois dans le top 10. Ce dont j'en suis plutôt content. Ouais. Et après j'ai participé également à d'autres courses comme l'Indian Pacific Wheel Race sur la côte sud de l'Australie. Et plus récemment, je me suis mis un peu aux épreuves. Je te coupe. T'as fait 2e au passage? C'est ça, ouais, effectivement, j'avais fait 2e, et là pour le coup, c'était pas. Il n'y avait pas de course, il n'y avait pas vraiment d'organisation officielle, donc d'accord. Voilà, pour moi, pour le coup, le classement, c'est sur cette course-là, c'est un peu particulier. Ouais. D'accord. Et donc plus récemment, je me suis mis aux courses d'ultra endurance en gravel ou VTT. Et pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de succès parce que j'ai pas encore réussi à finir comme je le voulais l'une de ces courses-là. Donc là, pour l'instant, ça me plaît parce que ça me permet de réapprendre un peu le vélo, etc., d'avoir de nouvelles choses, de voir de nouveaux aspects de la course que j'avais pas l'habitude de voir sur des courses comme la Transcontinental Race.
D'accord. Alors ça m'amène à te poser, je vais faire un switch entre ta présentation et puis les questions axées plutôt vers l'entraînement. C'est te poser la question quel est ton ratio entraînement Zwift par rapport à ce que tu peux faire dehors, et au passage nous dire quel taf tu fais. J'ai pas très bien compris la question. Je disais, nous parler un petit peu de tes ratios d'entraînement entre Zwift et l'entraînement en dehors. Et puis nous dire, expliquer à tout le monde le boulot que tu fais et comment tu bornes dehors. Donc déjà on va dire comme base de fond, je suis en fait coursier à vélo. Donc il y a un métier qui me fait me déplacer quotidiennement dans les rues de Paris pour livrer des plis, des colis, etc. Donc par jour, ça représente, on va dire, environ 70-80 km. Et après, en plus de cela, comme à l'époque, je gardais mon fils à la maison, etc. Donc ça m'imposait d'être très régulièrement à la maison. Et donc ma part d'entraînement sur Zwift était assez importante. Ça représentait peut-être, je dirais, 90, voire parfois sur certaines périodes, 100% de mon entraînement. Quand je parle d'entraînement, c'est vraiment quand je roule dans un but précis, quoi. Faire de l'intensité, des intervalles ou faire de l'endurance. Toutes mes séances à une certaine époque étaient dédiées, se passaient sur Zwift. Ça m'a bien servi puisque ça m'a permis non seulement d'être plus endurant, mais également d'être plus rapide, parce que on pense souvent quand on parle de course longue distance que voilà, il faut avoir de l'endurance, mais c'est pas uniquement que ça, puisqu'il faut également avoir un niveau global, être capable de rouler, on va dire, rapidement, puisque sinon, t'as beau avoir de l'endurance, si tu roules à 10 km/h de moyenne, t'as pas fini, quoi. Donc, Ouais. c'est voilà, il faut savoir rouler longtemps, mais également savoir rouler vite. Et aujourd'hui, maintenant, donc là, j'ai un peu changé ma pratique d'entraînement. On va dire que là maintenant, je suis quasiment à 80, je dois être à peu près à 80-90% en entraînement à l'extérieur, parce que je pense qu'en tout cas pour le VTT, puisque c'est essentiellement des courses VTT que je pratique actuellement, pour le VTT, il me manquait une certaine composante, une certaine connexion à la réalité du terrain dont j'avais l'habitude avant, parce que pour tout ce qui est course sur route, puisque comme j'étais coursier à vélo, donc rouler sur le bitume, etc., c'est quelque chose dont j'avais l'habitude. Et aujourd'hui, je pense que ce qui me manque pour les courses de VTT, c'est une certaine connexion à la réalité de la pratique VTT. Donc c'est pour ça qu'actuellement, je m'entraîne essentiellement en extérieur et pas sur Zwift. Mais ça pourrait basculer prochainement, puisque maintenant que je commence à me réhabituer au VTT, je vais peut-être rentrer un peu plus sur des entraînements Zwift un peu plus dédiés, type endurance critique, un peu d'intensité, etc., quoi. Ouais, donc en gros, tu essayes de faire plutôt si j'ai bien compris, tu vas essayer de faire tes séances un peu qualitatives sur home trainer, et puis derrière, peut-être faire plus ton foncier en VTT dehors, quoi. Ça peut être... J'ai pas capté. Ah, je sais pas si c'est mes écouteurs qui merdent. Tout le monde m'entend ou pas? Non, je pense que c'est mon côté. Ah, je disais, donc en gros, tu vas faire tes séances, tu vas essayer de faire tes séances qualitatives sur le home trainer, et puis tout ton foncier, tout ton volume dehors, plutôt sur le VTT. C'est ça, ouais. Ouais, donc ça peut être un premier point pour tous ceux qui sont en train de se lancer sur les Gravelman. Je sais pas si cette série de courses parle à tout le monde, mais c'est des séries de courses qui sont au format 350 km. Il y a deux formats, gravel et route. Et on est nombreux dans la team à soit en avoir déjà fait, soit à se lancer dessus. C'est un format qui rend un peu accessible l'ultra. Je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme de l'ultra, mais en tout cas, c'est de l'entrée dans la longue distance. Et pour ceux qui se lancent dans le format Gravelman, Gravel, peut-être ne pas oublier de faire du vélo dehors, quoi. Ça peut paraître con, mais je sais que je fais beaucoup de mon entraînement sur le trainer. Du coup, j'ai pris le parti de pas me lancer sur le format gravel, et je l'ai fait au format route. J'ai été lâche. Donc voilà, je pense que
de manière générale, il faut, lorsqu'on s'entraîne pour une épreuve, que ce soit un gravelman, etc., s'entraîner sur. Je trouve que s'entraîner sur Zwift, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de s'entraîner avec des objectifs, etc., de pouvoir améliorer des choses en particulier. Et lorsqu'on a besoin lorsqu'on a besoin un peu de se défouler, s'entraîner à l'extérieur, ça permet de se défouler, de se connecter vraiment au type de situation que l'on va rencontrer sur les courses, ce genre de choses. Donc, par exemple, quand on va sur une épreuve gravel comme le Gravelman, je pense que justement c'est important que de se préparer également en extérieur, parce que quand tu es sur Zwift, t'as pas cette confrontation face au gravier, le type de terrain que c'est. Parfois ça glisse, parfois tu as peu d'adhérence, etc. Et c'est important d'avoir ces sensations-là également avant de se lancer sur l'épreuve même, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, il y a peu de temps, là, tu nous as dit sur le canal Ultracyclisme que tu commençais à te faire coacher par Richard Delhomme. Hein, je sais pas si tout le monde connaît, c'est l'animateur de ce puzzle. Comment tu faisais du coup avant pour la planification de ton entraînement? Tu faisais ça un peu au feeling? Tu faisais ça suivant les plans Zwift? Tu suivais les recommandations de copains? Comment tu faisais? Avant, effectivement, lorsque j'étais pas coaché, je suivais les plans Zwift. Donc j'ai eu 2 périodes. Donc une période où vraiment je suivais les plans Zwift. En l'occurrence, par exemple, c'était je faisais pas mal le TT Crusher ou bien le FTP Builder. Et donc voilà, surtout le TT, celui de contre-la-montre, là, le TT, ouais c'est ça, le TT Crusher, un truc comme ça. Donc je faisais ces plans-là. Et ou alors sinon quand je me connectais sur Zwift, je me balançais une course, la première course que je voyais, et je tartinais à fond autant que je pouvais, quoi. Donc voilà. Et donc récemment, effectivement, j'ai commencé à prendre Richard Delhomme en tant que coach. Ce que ça me permet d'avoir une vision un peu extérieure de ce qu'il me faut. D'autant plus que l'avantage enfin pour moi, d'être coaché par Richard Delhomme, c'est qu'en fait, lui me suit pas mal sur les réseaux sociaux, donc c'est ce que j'ai fait. Attends, deux petites secondes. Donc, l'avantage pour moi d'être coaché par Richard Delhomme, c'est qu'il me connaît plutôt bien, il me suit sur les réseaux sociaux, il suit un peu mes courses, donc il a une certaine vision déjà de mes capacités, et il peut m'orienter dans certaines directions, et il a une certaine compréhension il a une certaine compréhension de comment je suis pendant une course, et ça permet justement donc pour lui de mieux adapter les entraînements par rapport à tout ça, quoi. Donc, il te suit sur Nolio, c'est ça, la plateforme Nolio? Ouais, c'est ça. Sur la plateforme Nolio, c'est celle que Richard Delhomme utilise. Ok. Et on avait une première question là qui était posée par Louis, qui nous demandait, j'ai fourni ça dans le thème entraînement, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque à commencer trop tôt l'ultra? Parce que toi, tu as commencé relativement jeune. C'est vrai qu'on dit que c'est plutôt les sports d'endurance sont plutôt prédestinés aux anciens. Est-ce que toi, tu recommandes à un jeune d'attaquer tout de suite l'ultra, ou qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? À un jeune de 25 ans, on va dire. Il n'y a pas d'âge. Honnêtement, il y a vraiment pas d'âge, hein. C'est effectivement les sports d'endurance, on va dire que oui, c'est un truc de vieux. Enfin, parce que alors moi je pense c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que voilà, comme il faut beaucoup d'heures d'entraînement pour améliorer le foncier, etc. Bah, c'est très souvent on va dire des retraités qui s'y mettent. Et la deuxième raison, c'est que comme quand on est vieux, bah, qu'on n'est plus aussi puissant et explosif que quand on est jeune, et ben on se prédestine à être un sportif d'endurance, quoi, un sportif dans des disciplines d'endurance. Mais il y a rien qui dit que quand tu as 25 ans, tu peux pas t'y mettre, hein. J'ai vu beaucoup de riders, et j'en vois de plus en plus des mecs qui ont à peine la vingtaine,
pas plus tard que cet été, il y avait un petit jeune de 16 ans qui a fait participer à la Silk Road Mountain Race, donc 1800 km de VTT dans les montagnes du Kyrgyzstan. Et il a beau avoir 16 ans, il a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Mais que font ses parents? Là, pour le coup, donc lui était en duo avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, à 16 ans, il a très bien pu aller jusqu'au bout. Il a fait une place très honorable. C'est pas parce qu'on est jeune que c'est pas quelque chose. Au contraire, moi je pense que quand on est jeune, on a tout pour soi. Suffit juste de s'y mettre, de se lancer et puis de s'entraîner, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu préconises qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à justement un petit jeune de 25 ans pour débuter dans l'entraînement? Si on prend l'exemple, toi, comment tu as débuté, enfin, sur Paris, comment tu as fait pour te lancer? T'es parti parce que tu avais une bande de copains, t'es tout seul à l'aventure sur tes premiers 200, 300 km, 400 km ou plus. Comment tu conseillerais le premier pas? Moi, je me suis lancé tout seul. J'ai vu qu'il y avait un BRM. Moi, je suis parisien. J'ai vu qu'il y avait un BRM de 200 km près de la ville de Cahors. J'ai pris mon vélo dans le train et je suis parti, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais à Cahors, quoi. Et je me suis lancé. Et puis, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Donc, j'étais avec des vieux qui devaient avoir, je sais pas, 50, 60 ans. Et ils m'ont mis une misère, tu vois. C'était marrant, tu vois. Et en fait, je pense ce que j'en tire maintenant avec du recul, c'est que ce qu'il faut, c'est beaucoup se renseigner, beaucoup lire des histoires, des expériences de personnes qui ont déjà parcouru des épreuves, qui ont participé à des courses que l'on vise, etc., de manière à pouvoir apprendre un peu quelles ont été les erreurs que eux ont fait pour que nous, on puisse s'approprier les solutions que eux ont utilisées de manière à pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Et c'est ça, pour moi, pour bien commencer, c'est bien se renseigner, tout simplement. Donc c'est pas se lancer bille en tête direct, on fonce sans avoir fait. Enfin, je conseillerais pas aux mecs qui roulent que 20-30 bornes par jour de se lancer direct sur un 200 km, tu vois. Je lui dirais, attends, renseigne-toi un peu, regarde la difficulté que ça va être, etc. Et envisage un entraînement, une petite préparation quand même si c'est que 200 km que tu feras peut-être qu'en une seule journée, passer 8, 10, 12 heures sur la selle, ça demande un peu d'habitude, quoi. Ouais. Et justement, ça m'amène à une question qui était posée là sur le canal. C'est comment toi tu fais pour t'entraîner sur du long? En région parisienne, tu vas au Bois de Boulogne, tu vas sur Vincennes, tu fais du off-road dans la vallée de Chevreuse, tu vas où? Jusqu'à maintenant, en fait, je m'entraînais très rarement sur des longues sorties. Mais ce que je conseillerais, moi maintenant, par exemple, actuellement, quand je dois faire une séance de quelques heures, j'essaye de me trouver un endroit un peu repère. Typiquement, moi, sur Paris, je tourne actuellement au polygone de Vincennes. Alors c'est pas super excitant, etc. Mais c'est, on va dire, un parcours qui est régulier, qui est stable, que je connais bien, où je sais que je vais pas me perdre, etc. Parce que quand tu fais une sortie longue, tu te traces une carte, etc. Tu sais pas où tu vas aller. Si tu connais pas le parcours, tu sais pas où tu vas finir. Il y a des croisements, tu vas perdre ton temps. Il y a des feux rouges, etc. Et en termes d'entraînement, quand tu as plein d'interruptions comme ça, des temps morts, pour moi, je trouve que ça ruine un peu ton entraînement, même si c'est que de l'endurance et que t'as pas besoin de rouler vite, etc. Je pense que avoir roulé de manière régulière sans temps mort, etc., je pense que c'est important. C'est pour ça que moi, je roule au polygone de Vincennes. Je tourne en boucle pendant 3-4 heures. Et voilà, après, je sais que pendant 3-4 heures, je me serais pas arrêté, quoi. Ou alors vraiment très peu, quoi. Ouais, ça te permet vraiment d'optimiser ton temps de vélo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est la chasse au temps mort. Typiquement, par exemple, si tu te traces un parcours gravel à travers la forêt de, je sais pas, de Fontainebleau ou un truc comme ça, tu roules, t'arrives à un croisement, tu te plantes, ah merde, putain, tu dois faire demi-tour. Ensuite, tu vas dans un autre chemin, tu te rends compte que c'est trop VTT. Ah merde, donc au final, tu te retrouves plus à rouler, tu te retrouves à pousser ton vélo. Une autre portion, ça glisse trop, etc. Donc en fin de compte, tu vois, ce genre de truc, c'est ce qui va faire que
ta sortie, elle aura perdu un peu. Enfin, je trouve que ta sortie, alors pour le coup, elle aura un peu perdu de son intérêt, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que si tu veux faire une sortie longue comme ça en extérieur, c'est bien soit de se raccrocher à un groupe qui a déjà parcouru la trace, etc., qui est connue, soit d'avoir sa propre trace qu'on connaît également, où on n'aura pas très peu de temps mort, quoi. Et du coup, si tu fais une belle transition vers des questions un peu plus techniques, c'est pour justement essayer de trouver des traces. Est-ce que toi, quand tu planifies tes courses ou même tes entraînements, tu utilises quoi comme plateforme? Komoot, Strava? Tu vas chercher des recommandations avec les autres compétiteurs, je sais pas, tu t'échanges, comment tu fais? Moi, je trace pas de parcours pour les entraînements, puisque typiquement, je roule principalement soit au polygone de Vincennes, soit à l'anneau de Longchamp. Donc, ça me demande pas beaucoup de tracé. Mais lorsque je trace pour une course, par exemple la transcontinentale, je trace en plusieurs étapes. Tout d'abord, je trace sur Google Maps en parcours à pied pour voir ce que va être en théorie le parcours le plus court possible. Et après, je trace sur Ride with GPS le parcours que je vise en essayant de me rapprocher le plus proche possible de la distance que m'a donné Google Maps en tracé à pied. Après, avec Ride with GPS, donc ça me donne donc un parcours avec des dénivelés. Cette trace-là, donc ce premier brouillon, j'essaye de le nettoyer en essayant de virer tout ce qui est dénivelé inutile, etc. Typiquement, si je peux faire un petit détour de 3 km qui peut m'éviter de monter un radar à 25%, tu vois, je le fais, tu vois, ce genre de choses, tu vois, pas, ou sinon parfois si je vois qu'il y a un col de 2000 mètres à monter, peut-être qu'il y a un parcours, un petit détour de 20 bornes qui me prendra moins de temps à faire plutôt que de monter 2000 mètres de dénivelé, quoi. Donc typiquement, tu vois, ce genre de nettoyage. Et une fois que j'en suis à ce niveau-là, j'essaye de repérer par rapport au parcours que j'ai. Je vais sur Google Maps Street View et je refais tout mon parcours, enfin un maximum de distance pour vérifier que les routes sont praticables, etc. Et si jamais j'ai un doute, Je me permets de te couper, mais tu veux dire que sur une PCR qui fait 5000 bornes, tu te fais les 5000 km à pied avec Google Maps, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je me fais les 4000 bornes, je me les fais en Google Street View à pied. Il y a pas Google Street View dans tous les pays, donc déjà ça. Mais le plus possible, tu vois, je vérifie que c'est praticable, que les routes sont pas interdites, donc je vérifie au croisement qu'il n'y a pas des panneaux qui me disent que c'est interdit au vélo, parce que j'ai déjà pris des pénalités assez violentes pour avoir emprunté des routes interdites au vélo. C'est ce que j'ai pu comprendre, que tu as pris des pénalités de 15 heures Ouais, voilà, sur c'est la ça. PCR, c'est ça. Ouais. Voilà, donc il y avait une route qui était une simple départementale qui était complètement que n'importe qui aurait pu emprunter. Mais voilà, il y avait un panneau qui disait interdit aux vélos, aux tracteurs et aux chevaux. Et résultat, moi qui l'ai pris, pour le coup pour celle-ci, j'avais pris une triple pénalité. Le temps de parcours, le temps de ne pas avoir réorienté le parcours et le temps de ne pas avoir préparé en avance un autre parcours. Donc c'était une pénalité assez violente pour le coup. Et donc voilà, Google Street View pour essayer de chasser les routes interdites, ce genre de choses. Et puis si jamais il n'y a pas de Street View, je regarde sur Strava sur le heatmap. Donc on va dire la carte des tendances là où les gens roulent le plus souvent, de manière à repérer les parcours qui sont le plus empruntés, de manière à coller à ça quand j'ai des hésitations. Et donc du coup, pour faire tout ça, j'imagine que ça te prend un temps fou. Tu t'y prends combien de temps à l'avance? Ouais, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. En général, j'essaye de m'y prendre à peu près, on va dire 3 mois à l'avance. Ouais. Propre. Et il n'y a pas d'échange du coup entre les coureurs sur les conseils, ça se fait pas de s'appeler, de se filer des astuces, t'as regardé telle zone. Si, par exemple, dans la communauté française, il y a toujours eu une certaine entraide entre les différents coureurs. Par exemple, je sais pas, il y a régulièrement un groupe Messenger entre Français.
tenez, regardez, je passe par là, qu'est-ce que vous en pensez? Un autre qui réagit, non, moi je préfère passer par ce col-là, je pense que ce sera mieux desservi en nourriture et compagnie. Enfin, il y a toujours des personnes qui posent des questions et d'autres personnes qui réagissent, qui proposent leur point de vue. Donc c'est toujours intéressant. Donc à ce niveau-là, enfin en tout cas chez les Français, après dans les autres pays, je sais pas trop comment ça se passe, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant il y a de plus en plus d'épreuves également avec des parcours qui sont prédéfinis. Là, au moins, t'as pas trop à te prendre la tête. Le tracé est le même pour tout le monde. T'as juste un peu à préparer ta carte sur où sont les points de ravitaillement, là où il y a des stations-service, des hôtels, des restaurants, de manière à pouvoir te ravitailler. Et par exemple, anticiper un peu l'école de manière à se préparer, pour la course, quoi. Et tu fais justement une belle transition vers ma question d'après. Et quel est le format de course que tu préconiserais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'ultra? C'est justement ce type de course avec trace définie ou tu dirais allez vas-y, jette-toi dans le grand bain, fais ta trace? Non, après ça c'est propre à chacun. Il y a pas de, je pense pas que je conseillerais un type de course plus qu'un autre. Il y a des personnes qui préfèrent choisir leur parcours parce qu'ils préfèrent éviter les routes trop fréquentées par les voitures. D'autres qui préfèrent suivre le même tracé pour tout le monde parce que comme ça met tout le monde entre guillemets sur le même pied d'égalité. Donc, non, il y a différentes raisons pour choisir les différents types de courses et je pense que c'est vraiment propre à chacun, quoi. D'accord. Et du coup, la question d'après, ce serait quel vélo pour débuter? Est-ce qu'il y a un bon vélo pour débuter ou premier vélo, le vélo qu'on utilise au quotidien, c'est le bon vélo? Moi, ce que je pense, c'est surtout prendre un vélo sur lequel on est confort dessus. Sur lequel on a l'habitude de rouler de préférence. Je déconseillerais d'acheter juste avant une course un nouveau vélo sur lequel on n'aurait pas eu le temps de se faire la main. Actuellement, sur la plupart des courses, il y a toujours des portions de gravel, donc je dirais peut-être plutôt éviter les vélos trop orientés route course, tu vois. Pour partir plutôt sur des vélos typés endurance, voire gravel, qui permettent des sections de pneus un peu plus larges. Actuellement, vraiment avoir du confort sur les vélos, c'est vraiment ce qui est important, parce que plus on est confort, plus on peut tenir la position sur le vélo, et plus longtemps on peut rouler, et mieux plus on va, quoi. Et du coup, en termes de section de pneus, tu disais essayer d'aller chercher du confort. Il y a des sections préconisées sur des formats plutôt route. Je pense parce qu'en gravel, évidemment, ça va vraiment dépendre du type de parcours, mais en route, on peut Sur du partir avec route, du je 25, conseille. du 28. Ouais, sur du route, je conseillerais au moins du 28, quoi. Merde, faut que je me rachète des roues. C'est bon. Ah ouais, non mais effectivement, si tu es sur du 24 ou à la moindre portion de chemin, un peu de gravel, tu sais, un peu improvisé, des trucs comme ça va être la galère. Mais aujourd'hui, maintenant, la tendance actuelle, la tendance du marché veut que même sur les vélos de route, on commence à mettre des pneus de plus en plus gros. Maintenant quelqu'un qui achèterait un vélo reste très prochainement, il se retrouverait quasiment sûr et certain sur du 28 quoi. Alors, Section, quoi. alors pour ma petite expérience, moi je suis parti sur le Gravelman Roubaix, donc c'est Roubaix-Paris, 350 km. Et comme tu dis, moi je me suis dit allez, je pars sur mon vélo sur lequel je suis bien. Je m'étais posé la question de changer mes roues pour mettre du 28. Je me suis dit allez, pas beaucoup de pavés. Bon, il se trouve que c'était le week-end de Paris-Roubaix, hein, là où c'était sous la flotte bien grave. Bon, j'ai vite regretté. Il n'y avait pas beaucoup de pavés, mais heureusement, c'était un carnage. C'était ouais, le 25, c'est pas terrible sur les pavés, quoi. Ah ouais, non mais maintenant, On s'en doutait un peu. ouais, clairement, enfin c'est moi tu vois, sur mon vélo de route actuellement, je suis monté en 24 à l'avant et en 26 à l'arrière, mais parce que je peux pas monter plus, c'est un vélo maintenant qui a quelques années, tu vois. Donc moi je la vois l'évolution au niveau des pneumatiques. Maintenant les vélos en l'espace de 2-3 ans, maintenant on les monte quasiment par défaut
avec du 28 quoi. Et en termes de confort, le 28 c'est ce que j'avais sur mon vélo pour travailler. Et voilà, Ouais. le 28 en termes de confort c'est beaucoup mieux quoi. Donc pourtant c'est pas grand chose, hein, mais ça se ressent. Et puis plus tu peux monter, si quelqu'un qui aurait la possibilité de mettre du 30, du 32, voire du 30, des sections comme 35, si il perd pas trop en rendement, il peut y aller, il sera bien confort, il pourra y aller sans problème quoi. Alors j'ai une autre question toujours sur la partie pneus. Il y a la fameuse question plutôt tubeless ou plutôt 150 Austin. C'était Mika qui posait la question. Pour la route, j'ai jamais testé de tubeless sur route. Moi, ce que je crains avec le tubeless sur route, c'est qu'en fait, avec la forte pression que tu mets dans tes pneus, même si c'est inférieur à ce que tu mets sur des pneus à chambre à air, ça reste une pression tellement importante. Je pense que si tu perces de manière un trou un peu prononcé, tout ton préventif va sortir tellement vite, tu vas perdre ta pression de pneu tellement vite également qu'en fin de compte, je suis même pas sûr que le préventif ait le temps d'agir. Et en fin de compte, c'est pas, y a pas vraiment d'intérêt quoi. Donc tu te retrouves quand même à plat, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après en VTT, il y a pas photo, hein. Tu blesses clairement, c'est ce que j'ai actuellement sur mon VTT. Quand ça perce, l'air sort assez lentement, le préventif a le temps d'agir et de reboucher le trou. Ça m'est arrivé quand j'étais au Kyrgyzstan, en pleine descente, je roule sur une plaque d'ardoise un peu tranchante, je fais un trou dedans, le préventif a agi tout de suite derrière et j'ai juste perdu un tout petit peu de pression, mais le trou était colmaté, tu vois. Donc en VTT, clairement en tubeless. Pour ceux qui partent en gravel, un peu, qui ont la possibilité de vraiment rouler en basse pression, je dirais également du tubeless. Par contre, les personnes qui ont besoin de monter en pression parce qu'ils ont des gabarits un peu forts, tu vois, ou alors qu'ils sont sur route. Là, par contre, je sais pas trop. Là, pour le coup, je j'ai pas trop d'avis dessus parce que j'ai pas vraiment pu tester sur des fortes pressions le tubeless quoi. Et quand tu dis que tu es en tubeless, du coup, tu pars quand même avec des chambres à air de secours? Au cas où tu éclates le pneu, tu fais comment? Ouais, toujours. Disons qu'avec avec le tubeless, tu vois, par exemple, si vraiment tu as une lacération assez importante, tu peux toujours essayer de recoudre ton pneu, tu vois, donc avec une aiguille et un peu de fil, tu vois. Mais après, à l'intérieur, il te faudra quand même une chambre à air de manière à pouvoir gonfler un peu, quoi. Donc, la chambre à air, c'est un peu l'ultime recours pour réparer du tubeless qui serait vraiment gravement endommagé, quoi. Ouais, ça marche. Toujours dans la question matos, chaussures. Sur les chaussures, je vais avoir deux questions. Plutôt route, plutôt VTT. Et en route, on a tous des semelles, on a tendance à avoir des semelles carbone. Est-ce que c'est des trucs que tu préconises en termes de confort? Est-ce que c'est Pour de la longue distance, clairement, pédale VTT en toutes conditions, que ce soit en route, en gravel, en VTT, pédale VTT. Là, surtout, même surtout lorsqu'on est sur route, parce que quand tu fais de la longue distance, tu vas forcément être conduit tu vas forcément devoir t'arrêter dans des stations-service, des boulangeries, etc. Voire parfois pour pousser un peu ton vélo dans des sections un peu gravel ou des trucs comme ça que t'avais pas, que t'as mal préparé sur ton parcours. Et donc au final, ça m'est déjà arrivé, hein, t'as beau partir avec des cales neuves, il suffit que tu marches 500 mètres dans de la caillasse pour que tu ruines tes cales et après que tu puisses plus les utiliser, quoi. Alors que quand tu me prends tes pédales VTT, t'as tes cales VTT en acier ou en alu, je sais pas en quoi elles sont faites là. Tu peux marcher, t'as pas de problème. Tu marches à 10 km, tu remontes sur ton vélo et tu clipses comme si de rien n'était, quoi. alors, je vais toujours faire référence à ma petite expérience sur ce fameux Gravelman Roubaix.
J'avais déjà lu qu'il était préconisé d'utiliser des pédales VTT. Bon, je m'étais dit, ouais, ça va le faire quand même avec mes chaussures route, je suis bien dedans. Oh, j'ai un des premiers secteurs pavés dans la boue, j'ai déraillé. Je descends, je remets le vélo, je remets la chaîne. Je revais pour remonter, mais godasses, elle était tellement pleine de boue, de terre et tout ça. Enfin, j'arrivais pas à reclipper. J'ai galéré pour reclipper pendant plusieurs heures. C'était tout rigide, tellement c'était gavé de boue dans les cales, quoi. Et t'avais quoi Donc, ouais. t'avais quoi comme cale? Et des cales look Keo, là, de route, quoi. Ouais, ce qu'il faut pas faire, quoi. Mais, Ah ouais, l'erreur. Ouais, alors qu'en cale VTT, tu mets un coup dans une pierre, tu débourres comme ça, ou même moi ce que je fais, c'est que je gratte ma cale contre ma pédale, ça débourre direct et tu reclipses tout de suite, hein, tu vois. ouais. Par rapport au choix de chaussures, tu conseilles partir sur des chaussures performance ou vaut mieux éviter justement toutes les semelles type carbone, etc., qui pourraient être trop rigides? Je pose cette question parce que moi, typiquement, sur le Gravelman, là, j'ai eu des douleurs sous le pied que j'ai associées à une chaussure peut-être un peu trop raide. Tu roules sur quoi, toi? Moi, comme chaussure, j'ai une Specialized Recon 2.0. C'est une chaussure qui est assez flexible. C'est pratique pour justement quand tu as besoin de marcher dans une boulangerie, etc. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à balancer 400 balles dans une chaussure performance, etc. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a peut-être d'autres postes. Enfin, si je parle pour les personnes qui auraient besoin qui chercheraient dans quoi investir avec leur argent. Si vous avez 400 balles à investir, ce sera peut-être pas dans une paire de chaussures dite carbone ultra légère, etc. Je pense qu'il y a peut-être d'autres endroits à investir cet argent pour être plus performant, plus confort, quoi. Donc moi, je préférais prendre une chaussure plutôt flexible qui me permettra de marcher convenablement, etc. Et d'investir 400 balles dans je sais pas, dans une bonne selle qui va me mettre confort, ou bien, je sais pas, une bonne paire de roues ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est quoi justement une selle confort? On voit un petit peu, on voit vachement de selles un peu old school là. Alors j'ai plus la marque, Brooks peut-être, je sais plus. Des selles un peu en cuir, un peu comme on voyait sur les vélos des grands-parents il y a quelques années. On voit pas mal de monde avec ça, et à contrario, on voit des gens avec des selles toutes fines, ajourées, il y a vraiment tout type de selles. Et en ultra, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage sur les selles? Non, il y a pas vraiment de tendance parce que c'est plus ou moins chaque fessier à la selle qui lui correspond, et t'as pas une selle qui marche mieux que les autres, je dirais. Après, t'as forcément des selles qui sont plus répandues que d'autres parce que voilà, pour des raisons marketing, etc. Mais sinon, effectivement, tu trouves autant des selles ultra fines, etc., en plastoc ou en carbone, tout comme tu trouves des selles méga ajourées ou pleines, ou des selles en cuir, etc. C'est vraiment propre à chaque. La selle, peu importe la discipline, hein. La selle. Ah, attends, j'ai une crampe. Ah merde. Ah, c'est les soucis du direct. Ah ouais, t'aurais jamais dû faire ça depuis le canapé. Alors, faut savoir, je vais pas balancer sur Stéphane, mais qu'on lui a proposé de le faire depuis le vélo. Il a dit, ah ouais, je suis obligé. Et du coup, on lui a dit, bah non, t'es pas obligé, fais comme tu veux. Et ce feignant, on va le dire, a choisi le canapé. Voilà, donc, c'est la punition. C'est pareil, hein. Merde, c'est moche, les gars. Ça va, Stéphane? On va payer les pompiers. J'espère qu'il y a sa femme à côté ou son fils pour l'aider, là, merde. Et toi, Julien, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la gravel? Alors moi, en fait, moi, je suis un peu débile. Je roule pas beaucoup au quotidien, je m'entraîne assez peu, je mange beaucoup, je bois beaucoup. Mais j'ai un passé de sportif où je faisais beaucoup de trail et d'ultra.
Et j'avais un peu envie de retrouver ce côté ultra. Moi, je prends du plaisir dans la longue distance. En fait, je sais pas. C'est un truc que je sais pas expliquer, mais je prends vraiment mon pied dans un état de fatigue avancé et généré par l'ultra. Je cherche vraiment trouver du kiff au bout de, je sais pas, 6-7 heures de vélo. L'état dans lequel ça me met, j'ai vraiment le plaisir. Et si je fais 1 heure d'home trainer à fond, ça va me faire du plaisir. Enfin, je vais aimer, parce que je serai pas là. Mais j'ai pas le même état psychologique. Et en fait, quand tu cumules des heures et des heures et des heures, bah, je trouve que t'as un côté, tu te vides de tout, tu réfléchis qu'à une seule chose, c'est ton coup de pédale, et puis les prochains kilomètres, où est-ce que tu tournes, c'est où la prochaine intersection, et en fait, tu te focalises sur ton pédalage, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, et t'oublies un peu tout le reste. Alors, attention, perso, j'ai pas de problème familial, hein, je suis bien dans ma famille, je suis bien équilibré. Après, je travaille beaucoup. Mais ouais, c'est une sorte d'évasion. C'est pas... J'aime bien l'analogie entre le trail et le gravel, quoi. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes qui ont fait du trail avant doivent bien se plaire sur le gravel, en fait. Ouais, bah, alors moi, j'ai pas switché sur le gravel encore. C'est un truc que j'ai envie de faire. Après, bah, on peut pas tout acheter en même temps. On a acheté une baraque, je m'équipe progressivement et tout ça. Donc, je sais que j'arriverai un jour au gravel parce que ça me fait rêver. Mais je prends déjà mon pied en route, donc je me satisfais de mon route et je borne avec. Ça fait très bien, quoi. Ça va. On va enchaîner après sur le côté nutrition. Ouais, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Ok. Alors du coup, Parce bah, que je vais partir dans pas longtemps, alors. ça marche. Alors, bah, ensuite, sur la partie nutrition, comment je crois, j'ai cru comprendre, Stéphane, que tu n'étais pas un exemple en termes d'alimentation sur les ultras. Je suis pas revenu de sa crampe. Non, non, c'est bon aussi. C'est bon, je suis revenu de ma crampe. Non, effectivement, enfin, pendant les épreuves d'ultra, je pense il y a personne qui a une alimentation, on va dire, parfaite, saine, etc. On prend ce qu'on trouve hein, par là où on passe. Hein, tu passes par une station-service, t'as pas grand choix. Hein, c'est très souvent le sandwich triangle ou les barres chocolatées. Donc, c'est vite limité les choix. Donc après, moi, quand je passe dans une ville, si je sais que je suis pressé, d'autant plus que moi, enfin, comme je vise le classement, j'essaie vraiment de limiter mon temps à l'arrêt. Donc, je vise tout ce qui est fast-food, donc ce qui est préparé rapidement. J'ai pas trop le temps pour m'arrêter, prendre une pizza dans un restaurant, un plat de pâtes ou un truc comme ça. Donc, j'arrive dans un kebab, je demande un kebab, je le mange en moins de 5 minutes et je suis reparti sur le vélo si je mange pas le kebab sur le vélo. Donc c'est ça, tu t'arrêtes à un drive de McDo, tu demandes des nuggets et des frites, tes nuggets tu les mets dans ta poche à gauche, les frites dans la poche à droite, hein. Donc c'est vraiment très rapide, hein, un peu, comme arrêt, quoi. Donc ça, c'est si tu veux faire la course. Après, si tu prends un peu plus de temps, si tu es un peu moins sous pression par le chrono, bah tu peux prendre un peu le temps, un peu plus de temps pour t'arrêter à une terrasse. Voilà, tu demandes une salade, prendre un peu le temps, un peu plus assez rapidement. Tu demandes, ouais, est-ce que c'est possible d'être servi rapidement? Je suis pressé. Et, voilà, en 20 minutes, tu as mangé ta salade et tu es reparti. Tu demandes, ouais, est-ce que c'est possible d'être servi rapidement? Je suis pressé. Voilà, en 20 minutes, tu as mangé ta salade. Tu stocker de la calorie. Hein, donc, sur certaines journées, moi, j'ai passé des journées enfin, d'après Strava, parce que Strava, ça vaut ce que ça vaut, mais d'après Strava, j'ai eu certaines journées qui étaient entre 12 et 15 000 calories. Donc, pour les ingérer, le corps humain, il n'ingère pas autant de calories. Ouais, je crois que la limite, une journée, quoi. Pour se digérer, je crois que c'est de l'ordre de 6 000 calories, un truc comme ça. Maxi. Ouais, voilà, pour un corps qui est déjà pas mal entraîné. Donc, c'est assez compliqué que de pouvoir prendre plus. Donc, c'est ce qui fait qu'à la fin au fur et à mesure des jours qui passent pendant une course d'ultra-endurance, on finit par perdre du poids parce qu'on est incapable d'ingérer et d'assimiler. Enfin, ingérer, on peut. Assimiler les calories, c'est autre chose, tu vois. Donc,
au bout d'un moment, tu finis par perdre du poids parce que ton corps assimile pas les calories que tu lui donnes, quoi. Et Tu toujours manges sur l'alimentation. Pardon, vas-y. Ouais, tu manges régulièrement toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures. Je dirais. Assez régulièrement, j'ai toujours un petit truc à manger sous la main, que ce soit des cacahuètes, des bonbons comme des oursons ou des sneakers, ce genre de choses, quoi. J'essaye toujours d'avoir des trucs comme ça sous la main, tu vois, du snacking. Après, vraiment les plats un peu plus caloriques, j'essaye de le faire au minimum 2 fois par jour, même si c'est pas suffisant. Il faudrait que j'en fasse au moins 3 par jour. Mais le matin, tu vois, quand tu es encore dans le gaz, etc. T'as pas de restaurant qui te servent. Donc trouver autant de calories dans une boulangerie, c'est pas simple. Moi, je suis pas satisfait par les pains au chocolat, les croissants, ce genre de choses. Je trouve pas ça ça ne me rassasie pas en fait. Donc c'est assez compliqué que de trouver de la calorie le matin pour moi. Donc en gros, tu manges en continu toute la journée et tu essaies de faire 2 gros repas type kebab, fast-food, quoi. Ouais, c'est ça. Toute la journée, toujours essayer de manger de manière régulière. Comme ça permet d'apporter un flux un peu constant de calories de manière à éviter le petit coup de fringale, quoi. Parfois, saucisson à la main, voilà, tu le mets dans la poche, tu le sors, tu croques direct dedans. Voilà, ça t'apporte un peu de sel pour les minéraux, un peu de viande, ça te permet un peu de gras, de la calorie. Donc ça c'est ce genre de petits trucs comme ça, facile à manger, que je prends sur le vélo et que j'essaie de manger régulièrement, quoi. Et le saucisson, c'est vrai que moi, c'était un de mes trucs en ultra trail. C'est que j'en mangeais peu, mais c'était vraiment la bouffe secours, quoi. Quand j'étais pas bien, je sortais le saucisson et c'est tellement gras, tu le laisses fondre presque dans la bouche et t'as presque pas besoin de le mâcher, quoi. Et puis ouais, c'est du kiff. Tu disais du coup que tu... Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de varier. C'est pas tout le temps bouffer la même chose, tu vois. Il y en a, par exemple, qui vont forcer sur les cacahuètes ou sur les oursons enfin, typiquement, par exemple, c'est la consommation de sucre en excès. Il y en a qui vont bouffer ça, genre, à longueur de journée. À la fin de la journée, les mecs, ils ont mal au bide, ils ont la chiasse, ce genre de choses. Ils n'arrivent plus à manger. Tu vois, alors que moi, je préfère, voilà, un moment, je prends un peu d'ourson. Un autre moment, je prends des cacahuètes. Un autre moment, je prends un peu de saucisson. Un autre moment, je prends autre chose, tu vois, de manière à éviter à ce que mon corps s'habitue trop à un goût, à du sucre, à du sel, etc., quoi. Et de manière à pouvoir apporter un peu de tout et pas uniquement que du sucre, par exemple, quoi. Et au niveau hydratation? Oh, pardon. Vas-y. Niveau hydratation, pour moi, j'ai eu des grandes phases Red Bull et Coca. Il y a eu des journées, je me souviens sur certaines courses où vraiment, dans des journées où il a fait vraiment très très chaud, c'était à raison de 6, 7, 8, peut-être 8 litres de Red Bull dans la journée. Après, maintenant je le referai pas, ça, par contre, parce que je pense que au niveau des reins, ça m'a affecté. Mais par contre, voilà, prendre une Red Bull, la couper avec de l'eau pour, voilà, apporter un peu de caféine, un peu de sucre, etc. Voilà, c'est toujours quelque chose que je fais, mais maintenant j'essaie essentiellement de m'hydrater avec de l'eau et un peu d'eau pétillante de temps en temps, mais j'aime pas trop l'eau pétillante. Et tu disais que tu t'arrêtes maxi 5 minutes dans les fast-food. Du coup, ça veut dire que tu peux pas recharger tout ton matériel électronique. Comment tu gères du coup l'alimentation électronique? Alors ça dépend de la longueur de la course. Pour une course qui est... Juste une question pour Yann. Je suis désolé Yann, elle arrive assez tard la question. Pas de souci. Okay. Pour l'alimentation, ça dépend l'alimentation électrique, ça dépend de la longueur de la course. Une course qui est assez courte, je sais que je pourrais éventuellement la gérer avec une batterie externe. Tu peux maintenant les téléphones, tu les charges à bloc.
Tu prends une batterie externe de 10 000, 15 000, voire 20 000 mAh, tu peux tenir plusieurs jours, tu peux charger ton GPS avec, etc. Par contre, sur les courses qui durent plus longtemps, comme par exemple une transcontinentale, où tu peux être amené à rouler pendant 14 jours, pour 14 voire 16 jours, ou plus pour les plus lents qui finissent hors délai. Là, pour le coup, je recommande vivement le Moyo Dynamo, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma manière de rouler. La Moyo Dynamo, tu peux y connecter donc ta lumière, donc ce qui fait que la nuit, t'as pas de problème de batterie, tu as toujours tes lumières opérationnelles, t'es tout le temps visible, et ça, la visibilité, maintenant, c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais très attention. Et voilà. Et après, le jour, t'as des petits ports USB que tu peux connecter à ton Moyo Dynamo, de manière à pouvoir brancher une batterie externe ou brancher, voire même directement ton GPS ou ton téléphone, et recharger tout en roulant. Donc, résultat, sur certaines courses, j'ai même pas eu besoin d'utiliser une batterie externe que je garde quand même en secours, en cas de pépin, tu vois, on sait jamais, tu vois. Mais voilà, le Moyo Dynamo, ça permet vraiment d'avoir une autonomie électrique qui fait que tu t'es pas imposé à t'arrêter dans un hôtel ou de manière prolongée dans un fast-food ou un truc comme ça, quoi. Donc ça permet vraiment d'être serein en termes de sécurité au niveau des lumières avant et arrière, et également au niveau de l'autonomie électrique pour ton téléphone et ton GPS, d'être vraiment pas avoir te prendre la tête. C'est vraiment un truc que je recommande. Et c'est pas un matos qui est très courant, du coup, enfin, je parle hors ultra, bien sûr, mais du coup, il y a des marques qui se dégagent sur les Moyo Dynamo. J'imagine que c'est pas du Mavic. En fait, quand tu regardes dans les vélos de ville, le Moyo Dynamo, c'est ultra répandu, tu vois, mais on va dire que le Moyo Dynamo dans des compétitions ou dans des situations où tu cherches la performance, effectivement, c'est pas un élément qui est très répandu. Mais maintenant que l'ultra-endurance, que le bikepacking commence à prendre de plus en plus d'ampleur, le Moyo Dynamo revient un peu sur le devant de la scène dans ces disciplines-là, avec des marques comme SON, S-O-N, Shutter Precision, Shimano qui en fait également, Bush Muller, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Enfin voilà, il commence à y avoir des marques qui commencent un peu à pousser et qui commencent à sortir des trucs vraiment intéressants, qui font que voilà, quand tu es de nuit, tu peux alimenter une lampe de manière extraordinaire, t'es visible de ouf, et c'est vraiment génial, quoi. Donc, c'est quoi le budget d'un Moyo Dynamo ça se compte en centaines d'euros Ouais, je pense un bon Moyo Dynamo, il faut investir quand même 150 €, parce que avoir un Moyo Dynamo vraiment efficace, c'est important. Et puis après, la lumière qui va avec, je pense, à peu près 150 € également. Donc en tout, 300 € hors frais de montage, etc. 300 €, c'est déjà pas mal. Ça permet vraiment d'avoir un matos vraiment intéressant. Après, tu peux aller pour le Moyo Dynamo et la lumière, tu peux aller facile à 600 € pour ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, je pense. Ouais. Alors, pour ceux qui s'orientent sur les batteries externes, ne faites pas comme moi. Vous avez compris que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Alors moi, j'ai acheté un Anker, un powerbank, mais 26 000 mAh. Je me suis dit, c'est cool. Si je veux faire du très long, j'aurai de la recharge. C'est cool, je peux l'embarquer pour les vacances en famille. J'ai fait les vacances en vélo, donc c'était top. Par contre, dommage, ça rentrait pas dans la sacoche, la petite sacoche au niveau de la potence, là, la petite. Donc, il y a différentes tailles de sacoches après. Ouais, il y a différentes tailles, mais j'ai déjà pris la grande de Chapudura. Et malgré ça, mon powerbank est trop grand, quoi. 26 000 mAh, c'est énorme. Regarde chez d'autres marques, mais après, c'est sûr que si tu veux le full kit Apidura et pas avoir genre un truc Ortlieb au milieu, par exemple. Ouais. Non, mais après, là, je suis en train de partir, je me suis inscrit sur le Bikingman Aura, et du coup, je vais m'acheter une sacoche de cadre. Et là, du coup, je pourrais la mettre dans la sacoche de cadre. Ça sera plus simple. Après, moi, ce que je recommande, effectivement, c'est pas de prendre une grosse batterie, c'est d'en prendre plusieurs de taille intermédiaire. Comme ça, parce que si tu prends une grosse et qu'elle plante, tu casses ton connectique, ton port USB ou un truc comme ça, après, t'es foutu, t'as plus aucune batterie. Donc, elle a beau être chargée, elle est inutilisable.
Alors que si tu prends plusieurs batteries de intermédiaires, enfin de taille plus petite, ça te permet que s'il y en a une qui déconne ou qui merde parce qu'elle a pris l'eau sous la flotte, bah t'as toujours une autre derrière de secours, quoi. Et également pour recharger on va dire trois batteries de 3000 mAh, ça te prend beaucoup moins de temps que d'en recharger une de 9000 ampères, quoi. De Ouais, 9000 mAh, quoi. c'est clair. Yann, est-ce qu'on a répondu à ta question? Ça me va. Il va falloir que j'investisse dans un moyeu, quoi. Je Bah, suis moi, sûr que tu le savais déjà, mais moi- que tu voulais pas. Non, vraiment, je recommande le Moyeu Dynamo. C'est vraiment extraordinaire. Même maintenant, là, moi, j'envisage. J'étais un peu sceptique sur l'utilisation du Moyeu Dynamo en VTT parce que les vitesses sont plus faibles. Et là, cet été, là, sur la Silk Road Mountain Race, j'ai roulé une partie de la nuit avec un mec qui avait un Moyeu Dynamo. Et en fait, c'est juste fantastique parce que quand t'es en montée, quand t'es en VTT, bon, bah, t'as pas besoin de voir super loin. Mais quand tu es en descente, là où tu as vraiment besoin de voir super loin, quand tu as de la vitesse, là tu vois super loin et tu peux prendre de la vitesse. Le mec, il mettait. Alors pourtant, lui, il avait un tout rigide. Il avait un vélo tout rigide, mais comme il avait de la lumière, lui, il pouvait tracer dans la descente. Moi, j'avais un tout suspendu. J'étais obligé de rouler deux de tension parce que je voyais pas 10 mètres, 10 mètres, je voyais pas plus loin que 10 mètres. Et résultat, alors pourtant, avec mon tout suspendu, j'aurais pu tracer super rapidement et le déposer dans la descente. Donc là, pour le coup, le Moyeu Dynamo, maintenant, je suis convaincu que même en VTT, c'est vraiment une option ultra intéressante, quoi. Alors, on arrive au bout du temps imparti. Je te cache pas qu'il nous reste plein de questions qui n'ont pas été abordées. Moi, j'en ai plein aussi. T'as plein de choses à nous apprendre. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être qu'on refasse une session. Alors peut-être dans les semaines qui arrivent. Là, on a déjà les 2 prochaines qui sont réservées. Après, ça va être la période de Noël, donc on va voir. On va peut-être pas caser un, un blabla ride pendant les vacances. On va voir. Et peut-être début janvier. Stéphane, ça t'embête pas si on peut remettre ça pour continuer peut-être Non, sur des thèmes ça un peu m'embête plus pas ciblés. si ça m'embête Sur la pas. gestion de la nuit, par exemple. Il y a Voilà, plein par de exemple. questions sur la gestion de la nuit. Après, s'il y a des personnes qui veulent, enfin, qui ont un peu d'urgence sur leurs questions, qui ont besoin de réponses, de conseils rapidement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me venir me parler en message privé ou sur le canal du Blabla Ride. Vous me citez @skiwi et je répondrai sans problème. Il y a pas de souci. Voilà. Pour mon expérience toujours, j'ai commencé l'ultra. Il y a 2 personnes qui m'ont lancé un peu là-dedans. C'est Kiwi déjà sur son 24 heures où on a causé. Ça m'intéressait déjà pas mal, mais je sais pas, j'avais dit qu'on était accompagné 5-6 heures, un truc comme ça dans la nuit. Et on avait Clément Random qui nous avait rejoint. Mais Yann aussi, il me semble que tu avais fait le début de la nuit aussi. Ouais, moi j'ai Et, fait quelques bouts aussi. Ouais, t'as fait des bouts. On avait commencé ensemble, je crois. Après, Clément nous avait rejoint. Et on avait beaucoup discuté comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser la question du matos à acheter. Et puis après, bah, j'ai fait comme Stéphane nous dit, hein, je lui ai écrit sur le Messenger. Je lui ai demandé plein de conseils. Et sur les sites à aller regarder, les courses qui existaient un petit peu, le matos, les marques et tout. Et puis voilà, puis après, faut se lancer, quoi. Faut se lancer. Donc, Je dois vous laisser. Merci à vous. En tout cas, c'était super. ça marche. Et puis, bah, j'ai hâte qu'on prenne la suite à Ça marche. la Juste partie pour 2. la petite annonce des 2 prochaines séances. La semaine prochaine, ce sera, on va avoir Jérém qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est matos, l'entretien matériel, etc. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions, on mettra de toute façon tout ça sur le canal. Et puis dans 2 semaines, on va avoir Lewat qui va. Alors j'ai perdu son prénom, je suis un boulet. C'est Cédric de la chaîne. Cédric, exactement. Cédric de la chaîne Lewat qui sera là pour échanger avec nous, donc ça va être vraiment cool. On pourra parler de tout ce qui est planif d'entraînement, etc., planning annuel et tout. Donc voilà, on commence un peu à densifier le programme. Et ce qui est cool, c'est qu'on a des petits noms qui arrivent. Donc c'est cool. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bah merci. Bonne soirée à tous. Ouais, merci Stéphane. À très vite. Ciao. Allez, les gars.
Tout le monde est parti, quoi. Et non. Il y a le streamer qui est encore là. Bon, messieurs, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Salut, Thomas. C'est bien passé ton live Facebook? Hello. Il y a du monde? Bah, ouais, je suis là, ouais. Oh, Tristan, t'es encore en stream? Alors, attends. Ah bah, mystère. il y a VubiStream. Et VubiStream. C'est moi, ça. Et toi, Thomas, ouais. Ah, il me manque. Je retrouve le lien de Tristan. Ouais, Tristan a l'air d'être encore en live. Bon, ça marche. Bon, on se recausera. Je pense que je me reconnecterai demain. Ouais, Tristan a l'air d'être encore en live. Ah putain, je m'entends. Vous n'êtes pas sur le canal en dessous? Ouais, ça roule.